Hello et welcome back sur la chaîne My Own Bigger Picture. Si tu es intéressé par l'univers du journalisme, si tu es curieux de connaître les backstage de cet univers ou tout simplement veux en savoir plus sur la vision de carrière de notre super guest aujourd'hui, cette interview est pour toi. Une question. Quel est le point commun entre l'illustre artiste Michel Kobi, Usain Bolt, le rallye Raïcha de Gazéleza au Maroc, Laurent Gbagbo et Alassane Dramé Ouattara deux fois? C'est notre super guest. En effet, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le fameux présentateur, producteur, correspondant et reporter avec plus de 19 années d'expérience dans le domaine, Nicolas Négoce. Nicolas, si tu ne le connais pas encore, c'est le spécialiste francophone qui couvre les sujets liés à l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest où il a vécu, ainsi que la Caraïbe d'où il vient. J'ai choisi Nicolas car il a un parcours remarquable, dynamique et ambitieux sur tous les fronts devant la caméra, sur le terrain, en plateau ou en voix off, oh là, tu ne peux pas le rater si tu suis l'actualité africaine. Nicolas, je suis honorée de pouvoir vous interviewer et d'apprendre de vous. Merci de votre temps et d'accepter de partager avec nous votre parcours. Comment allez-vous? Bonjour Christelle, je vais très bien, merci beaucoup, merci pour cette très belle introduction. C'est moi qui suis honoré en tout cas de participer à cet entretien avec vous et de parler un petit peu de ma passion, le journalisme. Merci beaucoup. Donc, on va commencer. Cette interview, elle est en deux parties. La première partie, c'est plus sur votre domaine, votre métier, votre domaine. Et la deuxième partie, ça sera plus sur votre vision de carrière et un peu plus connaître de vous, quoi. Donc, D'accord. première question, parlez-moi un peu de vous. Moi, comme vous avez déjà quasiment tout dit dans des termes très élogieux, moi je suis originaire de la Guadeloupe, je suis un journaliste de presse écrite, de radio, de télévision. J'ai commencé au sein du groupe R100 avec le quotidien France Entière, qui est le quotidien de la Guadeloupe. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi à BFM TV, à Vox Africa. Et grâce à Vox Africa, j'ai connu le continent. Et ensuite, j'ai travaillé pour d'autres médias comme la télévision chinoise CGTN, Africa Top Sport au Togo. Et j'ai eu un parcours aussi dans la communication avec la compagnie Eker avant d'intégrer la BBC. Et je suis basé à Londres. En effet, on va en parler de ça. C'est un très riche parcours et ça me lève une question. À la vue de votre parcours et des nouveaux médias, il semble qu'il y a une multitude de combinaisons de métiers, de médias et de médias dans le secteur du journalisme et donc plusieurs options de carrière. Pour des personnes qui souhaitent, intégrer, commencer ou même pousser dans le domaine, pouvez-vous démystifier le secteur et présenter les principaux, métiers et médias? Dans le secteur des médias, vous avez moi, journaliste. Vous avez aussi des techniciens, alors soit des caméramans, des monteurs, des techniciens qui s'occupent de tout ce qui est la prise de son, et les JRI, les journalistes reporters d'images. Et là, donc, cela peut être le plus souvent, surtout pour les chaînes d'information, une seule personne qui part sur le terrain, qui filme son sujet, qui le monte également, et ensuite ce sujet est diffusé. De plus en plus, les chaînes vont vers ce profil de journaliste reporter d'images. Dans une rédaction, il y a aussi la personne qui est en charge du script, le chef d'édition, le rédacteur en chef adjoint, il y a la personne qui est chargée du planning, donc celle qui a toujours le regard sur le calendrier, les dates importantes, les événements. Il y a le secrétaire de rédaction, il y a l'assistant de rédaction. Donc, il y a pas mal de métiers. Ouais. À la BBC, par exemple, il y a la personne qui est en charge du studio, s'assurer que le studio est prêt, que tout se déroule dans les normes. Il y a aussi le réalisateur. Donc, voilà, il y a pas mal de métiers
dans les médias. En effet, très intéressant. On vous voit donc, présenter le journal, parfois sur le terrain en reporter ou encore poser votre voix. Vous pouvez nous dire concrètement quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites en fait? Ben, tout cela, c'est le journalisme et donc à la BBC, on a un fonctionnement qui est assez, Mmh. spécial, dans les services de langue, puisque moi je travaille pour BBC World Service et donc on alterne tous, mes collègues et moi, on est à la fois présentateurs, du journal, en français en direct, puisque moi je travaille surtout pour BBC Afrique. On est aussi journaliste desk. Donc, journaliste desk, cela veut dire qu'on fait des sujets en restant au bureau ou alors, compte tenu de cette pandémie de coronavirus, on fait pas mal de sujets aussi depuis la maison. On est aussi chef d'édition. Donc, chef d'édition, c'est-à-dire qu'on gère toute la production du journal. Donc, on choisit ce qui va, la thématique, les sujets qu'on va traiter dans le journal. On parle avec les correspondants, on les aiguille, on reçoit les papiers, on soutient le journaliste dans l'écriture de ces textes. Donc voilà, ça c'est le boulot de chef d'édition. Donc tout cela, c'est le journalisme au sens global du terme. Waouh, et c'est quoi une journée type du coup avec toutes ces casquettes? C'est ce qui est bien à la BBC, c'est que toutes ces casquettes vous permettent vraiment de savoir ce qu'il faut faire pour être efficace en équipe. C'est-à-dire que euh, on aurait pu, comme d'autres chaînes, avoir un présentateur fixe, un chef d'édition fixe, un journaliste desk fixe. Mais le fait qu'on alterne tous dans les différentes fonctions nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le journal soit réussi. Moi, quand je suis présentateur, je sais comment je peux assister le chef d'édition pour que on fournisse un bon travail d'équipe et que le téléspectateur puisse avoir une information complète et vice versa. D'accord. Donc c'est surtout de l'organisation et puis ça permet aussi d'avoir d'avoir vraiment un esprit d'équipe. On arrive aussi à s'adapter à toutes les situations. Et puis ben si on doit après évoluer vers une fonction de reporter en tant dans la totalité du temps ou alors de chef d'édition, on sait vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord, OK. Ah oui, en effet, et je me demandais, justement, vous avez pris l'exemple du reporter, mais si, enfin, quelles sont les possibilités d'évolution? Elles sont seulement au sein de ces différentes casquettes-là ou il y a d'autres possibilités d'évolution? Et en prenant compte, en considération la pandémie, quelles sont les possibilités d'évolution? Les possibilités d'évolution sont énormes et comme je vous l'ai dit, avec toutes ces casquettes, en étant présentateur, journaliste desk, chef d'édition, cela permet éventuellement de postuler après à des postes de management, puisqu'on sait comment travailler en équipe, on connaît à peu près tous les rôles, donc on a un sens des responsabilités qui est intéressant. Par rapport à la pandémie, je pense que tous les journalistes dans n'importe quel média ont vraiment euh, acquis d'autres aptitudes, d'autres façons de travailler. On parle beaucoup de télétravail, mais le télétravail en journalisme n'est pas simple. Le télétravail, quand on est un journaliste, c'est apprendre à gérer son temps depuis la maison, c'est apprendre à utiliser les nouveaux outils des communications, c'est apprendre à travailler avec Zoom, c'est apprendre à faire des interviews avec Zoom. C'est-à-dire que, comme tous les journalistes, je pense que ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est pouvoir rencontrer des gens, c'est pouvoir échanger, c'est le contact. Avec cette pandémie, on a appris à continuer à échanger, on a appris à continuer à interviewer, mais
avec l'ordinateur ou le téléphone. Ça ouvre de nouvelles perspectives et je pense que c'est tout ce qui est journalisme digital qui va en sortir plus grand. Ah, justement, sur ce point de journalisme digital, est-ce que vous pouvez en parler plus de 3 enfin, pour une je me demande pour une personne typiquement qui sort d'une école de journalisme actuellement, comment on peut s'orienter, vers ce domaine-là et être, au cœur du besoin dans le secteur? Le journalisme digital, c'est le futur dans notre secteur. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, quasiment tout le monde a un ordinateur. Nous, à BBC Afrique, notre principale audience, c'est en Afrique, et on le sait très bien, tous les jeunes ont un smartphone. Donc nous, on essaie toujours de faire en sorte quand on a des sujets qui peuvent intéresser les jeunes, d'utiliser tout ce qui est digital. Donc, digital, ça veut dire quoi? Ça veut dire adapter le reportage pour qu'il puisse être viral. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on fait des sujets courts, dynamiques. On fait souvent des sujets où on laisse parler les gens. Donc, on n'a plus besoin de voix off. Et il y a des médias qui le font, il y a des médias qui le font très très bien. Nous, sur la page Facebook de BBC Afrique ou sur notre chaîne YouTube ou encore sur Instagram et Twitter, on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut pour séduire les jeunes et faire en sorte qu'ils puissent rester fidèles à tout le contenu qu'on leur propose en matière de digital. D'accord, OK et et je me demande du coup, est-ce que ça laisse plus de place et de possibilités aussi au développement de correspondants locaux? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, le journalisme citoyen, c'est prendre son téléphone et partager une information. Donc, je pense justement que vu que en 2020 et en 2021, c'est compliqué de voyager, c'est compliqué pour les journalistes que nous sommes d'aller sur le terrain. Si on a des correspondants ou des personnes qui sont engagées et qui ont envie de faire passer de l'information, il faut surtout faire très attention à tout ce qui est les fake news. Mais si on a des personnes qui sont là, qui ont leur téléphone, et ça marche de plus en plus, la majeure partie des médias utilisent cela comme interactivité avec leur audience, leur demander de participer, de faire remonter des informations qui sont ensuite évidemment vérifiées avant d'être diffusées. Donc je pense que, comme je l'ai dit précédemment, cela ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur. OK, super et donc quelles sont vraiment les compétences et le background requis pour, faire carrière et être en même temps surfer sur, ces nouvelles tendances? Je pense que la qualité principale d'un journaliste, c'est sa curiosité. Mmh. Il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut aimer découvrir, il faut aimer apprendre, il faut être créatif parce qu'on est dans un environnement où qu'on soit journaliste, employé des médias ou qu'on soit un pigiste, c'est-à-dire quelqu'un qui de temps en temps va collaborer avec des médias, ce qui est important, c'est les pitchs, c'est faire des propositions, c'est trouver des thèmes intéressants, des thèmes qui vont plaire à l'audience. Donc c'est important d'être curieux, d'être créatif, d'aller voir dans son quartier s'il y a des initiatives intéressantes, de découvrir euh, un personnage qui a des choses à raconter et ensuite on peut faire son portrait. Donc curiosité, dynamisme, sens de contact, euh, créativité et ensuite pour réussir dans le métier, je pense qu'il faut beaucoup de rigueur et il faut savoir se remettre en question. C'est ce qui permet d'apprendre et d'évoluer. Et en termes d'études? En termes d'études, je pense que la majeure partie des journalistes ont des backgrounds soit dans le littéraire, Mmh.
ou alors, ou alors dans le droit. Mais moi, j'ai des amis, j'ai des collègues journalistes qui ont fait des études de finance ou qui ont fait des études de médecine. Il n'y a pas d'âge pour devenir un journaliste. Il n'y a pas d'âge. Si ça vous parle, vous essayez, vous tentez, vous essayez d'écrire, vous postulez. Et puis, avec la volonté, on peut toujours arriver. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais, je pense que j'habitais encore en Guadeloupe, je pense que j'étais dans la vingtaine. Et j'étais très fan de Christine Kelly, et qu'on ne présente plus, et de Jean-Philippe Pascal, qui a été pendant longtemps directeur régional France Télévisions en Guadeloupe, en Polynésie ou encore en Nouvelle-Calédonie. Et ce sont ces personnes que je voyais dans le petit écran chez moi aux Abîmes, euh, qui m'ont poussé à devenir journaliste. Et j'ai rencontré Christine Kelly, et je lui disais, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de journalistes. Donc, comment je vais faire pour pouvoir trouver du boulot? Comment je vais faire pour trouver ma voie? Et elle m'a dit, il y a toujours de la place pour les bons. Et cette petite phrase m'a marqué. Et puis, j'ai essayé d'évoluer. Je suis passé de la presse écrite à la presse audiovisuelle. Ensuite, j'ai aussi saisi les opportunités. Donc, je n'ai pas eu peur de quitter Paris, de quitter BFM TV, où j'ai eu une petite expérience juste après avoir été diplômé de l'EJ Lille-Montpellier, pour partir à Londres et travailler chez Vox Africa. Ensuite, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur de quitter Vox Africa et cette belle ville de Londres pour aller m'installer à Abidjan. Donc voilà, il faut saisir les opportunités. Ouais, non, ça c'est sûr. Je partage totalement, ce point de vue et si vous pouvez donner, 2 conseils à une personne qui est actuellement en train de postuler justement, bah, soit en France, soit à Londres ou soit en Afrique de l'Ouest pour être reporter digital ou journaliste digital, quels seraient ces 2 conseils? Si j'ai deux conseils à donner, ce serait, j'appuie vraiment sur le fait qu'il faut être curieux. Il faut Mmh. être curieux, il faut être cultivé. Et quand on est journaliste, ben, on passe des heures et des heures à regarder ce que les autres font, à regarder d'autres médias. Donc, si vous devez postuler en tant que journaliste, hein, ou reporter digital ou papier ou télé, il faut vraiment être à l'affût de l'actualité. Donc, il faut tout savoir. C'est très, 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 très important. Et ensuite, soyez audacieux. N'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur d'innover. N'ayez pas peur de proposer des choses qui n'ont pas déjà été faites ou alors qui semblent compliquées. C'est cela qui, je pense, peut jouer en votre faveur. D'accord et comment faire pour tout savoir dans le domaine? Si vous Il faut avez être, quelques tips? on peut pas, on ne peut jamais tout savoir. Mais en tout cas, il faut être réactif. Mmh. Il faut être à l'affût de l'actualité. Il faut être discipliné. La discipline, ça veut dire que lorsqu'on est journaliste, que c'est quelque chose qu'on fait automatiquement quand on travaille et pas forcément quand on est en vacances. Mais moi, si je suis chef d'édition ou présentateur ou journaliste desk, avant d'arriver au bureau, le matin, quand je me réveille avec la radio ou la télé. Mais je suis au courant de tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Je suis toujours connecté. D'accord, merci pour ça. Merci pour cette partie-là. On a des conseils, concrets pour pouvoir postuler. On sait dans quel domaine s'orienter aussi et c'est très intéressant. On va partir à passer à la partie mindset que j'adore personnellement. J'aime bien savoir la vision de carrière des personnes, surtout, quand on a un parcours remarquable comme le vôtre et donc j'aimerais vraiment savoir, pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le journalisme? J'ai choisi de travailler dans le journalisme parce que, en fait, je pense que c'était un peu inné. Euh, je me rappelle, j'avais 9 ans lorsque ma mère m'a demandé qu'est-ce que j'aurais voulu faire comme travail. Et j'hésitais entre 3 métiers. Donc, j'hésitais entre le journalisme,
entre la boulangerie, Ah oui? parce que j'adorais le pain, j'adorais le pain, les croissants, etc. Dans ma culture caribéenne, ben, le matin, on mange pour le petit déjeuner du pain avec du chocolat ou des croissants. Donc voilà, et surtout, j'ai été athlète, donc je faisais du sprint, et donc je voulais être éventuellement coach. Voilà. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était médias. J'ai commencé à suivre tous les jours le journal du soir, à lire aussi le quotidien, sans savoir qu'un jour je serais devenu journaliste. Mais c'est de là qu'est née ma passion pour l'actualité. Et puis, j'ai fait des études littéraires. Ensuite, je suis allé étudier les lettres modernes à côté, pas trop loin, à la Martinique. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler directement au sein du groupe R100 à France-Antilles, avant de partir me former à l'audiovisuel à l'EJ Lille-Montpellier. D'accord. Waouh, et qu'est-ce qui vous a inspiré et attiré de vous spécialiser, dans l'Afrique et dans l'Afrique de l'Ouest peut J'ai toujours été attiré par l'Afrique parce qu'en tant qu'Antillais, Mmh. je sais que mes ancêtres, ils viennent d'Afrique. Oui. Et lorsque je travaillais au sein de France Antilles, le quotidien de la Guadeloupe, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs sujets à propos d'Africains basés en Guadeloupe. Euh, et j'ai senti tout de suite le rapprochement avec l'Afrique. Lorsque j'ai eu cette opportunité de travailler pour Vox Africa à Londres, Mmh. Ouais. donc c'était un rêve qui devenait réalité. Jamais j'aurais pensé habiter à Londres. Euh, donc j'y ai vécu 3 ans où j'étais donc employé de Vox Africa avant de partir en Afrique. Et, et voilà. Et j'ai tout appris, j'ai tout appris du continent grâce à Vox Africa. Mmh. Donc, lorsqu'il a fallu désigner quelqu'un pour aller couvrir l'élection en Côte d'Ivoire en 2010, euh, la campagne électorale, l'élection, mais surtout la crise, eh ben, c'est moi qui ai eu cette opportunité. Ça a été ma plus belle expérience professionnelle. Ouais, j'imagine, j'imagine. Heu, alors le CV, ça vient du latin curriculum vitae, ça signifie chemin de vie. Quelle est votre vision de carrière et en tant que professionnel, que souhaitez-vous accomplir au travers de votre métier et en lien avec l'Afrique? Ma vision de carrière, c'est de continuer à apprendre, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, c'est très important. Euh, J'espère aussi pouvoir respirer, surtout des Caribéens ou des Africains. J'espère pouvoir être un modèle pour des jeunes qui voudraient se lancer en tant que journaliste. Mmh. Parce que moi, j'ai eu cette chance d'avoir des modèles. J'ai eu cette chance d'avoir des personnes qui m'ont conseillé, des personnes qui m'ont encouragé, que ce soit ma famille, mes amis ou des journalistes reconnus qui ont pris leur temps pour me donner des astuces, pour me pousser, pour m'encourager. Et je pense que c'est important d'avoir des modèles. Et ensuite, qu'est-ce que je voudrais réaliser avec l'Afrique? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai habité 8 ans en Afrique, dans 4 pays différents. Donc, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, au Togo, en République du Congo et aussi au Sénégal. Euh, j'ai visité et travaillé J'ai visité 16 pays en Afrique au total. Donc, j'en ai encore beaucoup à faire parce que l'objectif, c'est d'en faire au moins la moitié. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec l'Afrique. Et en tant que au travers du journalisme? Au travers du journalisme, je suis un petit peu la donne, c'est-à-dire je crois en Afrique. Je connais
la valeur du continent, je l'ai découverte. Euh, j'ai vu les talents qu'il y a en Afrique, j'ai vu les trésors qu'il y a en Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qu'il faut montrer. Et en fait, à la BBC, en plus de faire des sujets d'actualité et parfois des sujets magazines, moi, j'ai réalisé plusieurs séries où je mets en valeur des talents d'Afrique. Mhm. Donc, j'ai réalisé plusieurs séries ou plusieurs reportages où j'ai pensé qu'il fallait mettre en valeur des jeunes talents, des talents qui sont déjà connus, d'autres qui ne sont pas connus. L'un de mes premiers sujets quand je suis arrivé à la BBC à Londres, c'était sur Massi Diba, qui a obtenu le award du meilleur étudiant étranger de son université dans le sud de l'Angleterre. Massi Diba est aussi faisait aussi partie de l'équipe championne universitaire de basketball. C'est un garçon très talentueux. Et ensuite, j'ai fait des sujets aussi sur Adama Paris, la créatrice sénégalaise, sur Nicole Koubi, l'illustratrice congolaise. Je pense que c'est important de montrer au monde entier et de montrer aux jeunes Africains euh, qu'on peut réussir en restant sur le continent et qu'on peut aussi réussir et s'épanouir à l'étranger. Mhm. Être africain, c'est pas une faiblesse. Ce n'est plus euh, il n'y a plus de connotation négative. On peut réussir. Et même lorsqu'on vient des milieux modestes, ce qui est important, c'est de toujours garder la foi, de toujours se dire que si j'avance, si j'apprends, je peux atteindre mes objectifs. Ok, non, ouais, ça c'est sûr. Et je me demandais justement, quelle est la différence de traitement dans l'approche de l'actualité africaine entre les médias français et les médias anglais, Je ne peux pas trop me prononcer sur cela. Je dirais plus que selon vous évidemment? je pense que les médias, alors premièrement, les médias anglo-saxons, forcément, vont plus s'intéresser à l'actualité dans les pays du Commonwealth Mmh. ou dans les pays anglophones, alors que les médias français vont plus s'intéresser à tout ce qui se passe avec les anciennes colonies. On voit vraiment, surtout sur le digital, on voit des médias qui s'intéressent à tout ce qui se fait de bien sur le continent. Euh, voilà, peut-être l'approche est sensiblement différente entre les médias anglo-saxons et les médias francophones. Sinon, de plus en plus, on a tendance à voir du positif par rapport à l'Afrique et pas seulement des sujets relatifs aux crises politiques, aux crises sanitaires, etc. Et la famine et compagnie, en effet. C'est vrai et en plus surtout que vous, vous avez couvert les sujets liés à l'Afrique à une époque où on entendait principalement que les médias mainstream. Heu, quel regard vous portez sur les nouvelles narratives de l'Afrique et l'émergence de nouvelles voix et perspectives? Euh, je suis très confiant Mmh. dans par rapport à cette évolution. Euh, on a de plus en plus d'intellectuels, de médias, de jeunes qui se lancent dans la promotion du continent. Mmh. On a ce phénomène de retour au pays qui devient vraiment trendy, au Ghana, au Gabon, Mmh. au Bénin. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne fait plus peur. Je pense que le continent africain aujourd'hui plaît, attire. Les investisseurs n'ont pas peur de venir et donc du coup, euh, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et j'ai foi que avec la naissance de nouveaux médias, avec tous les médias qui se créent et qui sont et qui parlent de l'Afrique, avec aussi le travail fabuleux qui est effectué par les blogueurs, Mmh. je pense que je ne vois que du positif en fait. Je ne vois que du positif et je suis vraiment optimiste
par rapport à l'image du continent africain dans le reste du monde. Mmh et surtout que ça soit pas juste une tendance, en fait. Je pense que ça s'inscrit vraiment dans le temps et les nouveaux acteurs, ils ont vraiment cette surtout les acteurs locaux, ils ont vraiment l'envie de faire porter la voix et d'avoir une nouvelle narrative. Donc en effet, c'est vrai que c'est très Mm. optimiste tout ça. Alors, quels sont les 3 points que vous auriez aimé savoir avant d'exercer votre, métier? Euh, euh, 3 points que j'aurais aimé savoir. Peut-être que j'aurais dû me rendre compte du danger, euh, auquel on peut faire face quand on est journaliste. Mmh. Euh, Par exemple, en 2010, quand j'ai couvert la crise ivoirienne, avec mon caméraman et mon monteur, on a été séquestrés pendant 2 3 heures euh, par des mutins Ah oui. et ben, il a fallu être malin. Et donc, par rapport à mon carnet de contacts, j'ai réussi à nous tirer d'affaire. Ensuite, toujours à Abidjan, un soir, on roulait en direction de Boaké pour un reportage et là, on s'est fait braquer par un soldat qui avait un peu bu. Donc, on ne rigole pas à ce moment-là. Ah ouais, On non se dit que mais tout peut se passer, qu'il n'y a personne qui nous suit, on est juste une voiture perdue, donc tout peut se passer. Donc voilà, peut-être ça aurait été intéressant de vraiment prendre conscience du danger avant, mais j'ai été très content de l'expérience parce que on n'a pas trop eu de soucis. Voilà. Je ne sais pas si j'aurais aimé savoir que j'allais autant voyager, puisque j'ai parcouru 45 pays, dont la majeure partie pour le travail. Mais ça, c'est une belle découverte, hein. Euh, Peut-être aussi que j'aurais voulu me rendre compte avant de commencer à être journaliste que ça allait être une passion extrêmement forte. Et, et voilà quoi, que c'est kiffant. C'est kiffant parce que, par exemple, je reprends l'exemple de la Côte d'Ivoire, ou je reprends l'exemple aussi de, du Mali ou du Niger, des pays qui ont connu des moments assez difficiles. Donc j'ai couvert les crises là-bas. Et je me rappelle que mes proches me disaient toujours on a peur, fais attention, fais attention. Et moi je dis non, c'est pas grave. Si quelque chose m'arrive, euh, ça me sera arrivé dans l'exercice de mes fonctions. Donc c'est d'une fierté. Mais pourquoi? Parce que je pense que le journaliste, c'est les yeux et les oreilles de millions de personnes. Vous n'avez pas accès à des zones euh, à des zones dangereuses, à des zones inaccessibles. Et nous, on est là pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense que c'est important. Et j'ai vraiment compris cela quand je suis parti au Panama. Lorsque j'étais encore journaliste pour France Antilles, il y a eu un crash d'avion avec 150 Martiniquais. Et l'avion, en fait, qui s'est écrasé, devait récupérer des Guadeloupéens pour les ramener. Et moi, j'étais à l'époque fait diversier, donc je m'occupais de tout ce qui était meurtre, cris, meurtre, etc., drogue, police, etc. Et j'ai proposé à mon rédacteur en chef adjoint André Jean Vidal de partir, d'organiser quelque chose. Et 2 jours après, j'étais au Panama. Et je me suis vraiment rendu compte euh,
de la valeur des journalistes. Parce qu'en plus de pouvoir aller dans des zones compliquées et de partager des informations, on est aussi à un moment le confident. On est celui, on est, on est là quand les gens parlent. Donc, ça peut être après mal utilisé, ça peut donner cours à du sensationnel, hein. Mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'interviewer des parents de personnes qui ont été tuées, d'interviewer les épouses de trafiquants de drogue qui ont été envoyés en prison pour de longues années. Et ça permet vraiment de réfléchir, ça permet vraiment de relativiser, ça permet vraiment de comprendre quelle chance qu'on a dans la société. Et voilà, ça, je trouve que c'est très, 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 très instructif. Et c'est pourquoi j'appuie sur le fait que euh, le contact, l'ouverture d'esprit, rencontrer des gens, c'est vraiment important pour pouvoir exercer ce métier. Mmh. Et je me demandais, comment vous faites pour rester, impartial et ne pas justement, enfin, laisser vos émotions de côté, laisser votre propre perspective, votre manière de voir les choses et en même temps, bah, enfin, en fonction de la ligne éditoriale de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et enfin, gérer tout ça, en fait, toutes ces influences-là pour pouvoir retranscrire l'information, les faits, ce qui s'est passé et vous détacher de tout ce qui pourrait, vous influencer. C'est important d'essayer de rester neutre, c'est très, 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 très important. Et malgré cela, malgré les efforts que nous déployons en tant que journalistes pour rester neutre, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc, on aura il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des téléspectateurs qui vous regardent et qui vont penser que vous essayez de dire ceci, mais c'est pas ça, que vous penchez pour un tel, que vous êtes d'accord avec un tel. Mais le principe même du journalisme, c'est de pouvoir retranscrire l'information en toute impartialité. Et puis vous qui regardez, vous écoutez, vous faites votre propre avis. Après, il y a de plus en plus ces journalistes engagés qui Mmh. défendent une cause. Et pourquoi pas. Mais généralement, on est censé être neutre. D'accord, OK. Je vais revenir sur une de vos expériences que je trouve vraiment bold pour moi. C'est, alors vous certains auraient pu considérer votre choix d'occuper le poste de responsable de la communication d'Equair, une compagnie aérienne, congolaise, comme sortie de route, sortie de piste, par rapport à votre carrière. Avec le recul, quels sont les enseignements que vous avez appris de cette décision ainsi que de l'expérience? Je n'ai, à plusieurs reprises dans ma carrière, j'ai eu des propositions pour des postes dans la communication et j'avais toujours refusé. Euh, mais après 2 ans en Côte d'Ivoire, 2 ans au Togo, j'espérais à autre chose. Et lorsque on m'a parlé de la compagnie Equair, j'ai beaucoup réfléchi et ensuite j'ai été séduit par l'idée. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un nouveau pays, c'est un nouveau challenge. La communication et le journalisme ne sont pas des métiers étrangers. Donc quand on est responsable de communication, on travaille avec les journalistes, on collabore avec eux. Donc je me suis dit, je ne vais pas trop quitter mon milieu, je ne ferai pas les mêmes choses, mais je ne serai pas trop loin, je serai toujours avec mes amis, les journalistes. Et en même temps, je vais approfondir mes skills de communication que j'avais déjà acquis au sein de Vox Africa. Parce qu'à Vox Africa, on faisait un peu beaucoup de choses. Donc, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de communication, de marketing et tout. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et, euh, et je suis assez satisfait de tout ce que j'ai pu faire et apprendre, de toutes les expériences
positives comme moins positives, parce que cela a été 3 années où j'ai été responsable de la communication d'Equerre, 3 années de challenge. Il a fallu m'adapter à un nouveau pays. Euh, j'ai pu développer, approfondir mes connaissances de secteur aérien. Du coup, à la BBC, euh, lorsqu'il y a de l'actualité au niveau des transports, du transport aérien et qu'il faut un spécialiste, ben, c'est moi qui interviens. Et j'ai rencontré pas mal de hauts dirigeants de compagnies aériennes, etc. J'ai participé à des forums aux États-Unis, au Kenya, en Afrique du Sud. Donc, ça m'a permis d'acquérir une grande culture au niveau du transport aérien et travailler le sens du contact, mais cette fois-ci avec tout ce qui était officiel des gouvernements et tout. Donc, une expérience enrichissante. Ouais, j'imagine. Et comment ça a été le retour, en tant que journaliste de cette expérience-là? Comment ça a enrichi votre parcours au-delà d'être le spécialiste pour les transports aériens? Le retour à mes premiers amours s'est fait sans difficulté. Donc, après Iker, j'ai rejoint la BBC dans un nouveau pays au Sénégal. Mmh. J'ai travaillé pour la radio, principalement. J'avais juste fait un peu de radio il y a quelques années au sein de RCI à la Guadeloupe. Et là aussi, j'ai beaucoup appris, que ce soit en radio, que ce soit aussi au digital, avec, euh, avec des collègues talentueux qui m'ont pris sous leurs ailes et qui m'ont montré comment fonctionnait tout le système de la BBC. Et ensuite, j'ai fait quelques sujets pour la télé avant de rejoindre Londres et pour travailler différemment et pour encore de nouveaux challenges. OK. Enfin, c'est comment vous faites le choix de choisir une prochaine opportunité? Est-ce que vous créez l'opportunité ou est-ce que généralement vous êtes consulté comme, quelqu'un comme moi qui vient vous parler sur LinkedIn, me proposant une interview? Oui et non. Oui et non. Euh, Quand je suis parti à Londres pour Vox Africa, j'ai créé l'opportunité. Mmh. Ça a fonctionné, donc j'ai accepté. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, ben, c'est Vox Africa. Quand je suis parti au Togo, on m'a contacté. Quand je suis parti au Congo, on m'a contacté. Quand je suis parti au Sénégal, j'ai postulé. Et puis, pour revenir à Londres, ça a été une proposition de ma direction pour quelques mois. Et puis après, je suis resté parce que j'avais conscience que travailler dans la maison mère pourrait me permettre d'apprendre beaucoup et continuer à évoluer au sein d'une très très belle équipe également. OK, d'accord. Non, mais ouais, non, mais c'est ça, quand on regarde votre parcours LinkedIn, on voit vraiment que, bah, vous êtes là au challenge, on a l'impression que vous bâtissez votre carrière. Vraiment, c'est, l'impression que vous donnez. C'est intéressant de ce retour que vous nous faites de comment vous choisissez vos opportunités, comment vous analysez quelle opportunité suivre ou pas, typiquement avec Equerre, et c'est ce genre d'information qui est bien de pouvoir partager à des personnes qui se cherchent professionnellement, à des personnes qui, sont en train d'analyser des opportunités, et merci beaucoup de ce partage-là. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de commencer de travailler dans une entreprise, vraiment pour, de travailler dans une entreprise, quels sont les challenges propres, à ce métier-là, à l'univers du journalisme, au desk, ou sur le terrain? Et en dehors de ce que vous nous avez présenté, donc de sécurité déjà notamment, quels sont les challenges que vous avez rencontrés et comment vous les avez dépassés?
Je pense que quand on intègre une nouvelle entreprise, ce qui est important, c'est de scruter cette entreprise, de savoir comment elle est perçue, euh, qu'est-ce qu'elle fait exactement, qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter, comment vite s'intégrer. Je pense que c'est très, très important. Avant d'intégrer, moi, j'ai toujours été fan de la BBC. Quand j'habitais à Londres entre 2008 et 2010, j'étais un grand fan de la BBC. Mais je n'ai jamais imaginé un jour travailler à la BBC. Jamais, jamais. C'était vraiment un rêve. Et lorsque j'ai eu l'opportunité en 2017, euh, j'ai lu des dizaines d'articles sur la BBC. J'ai surtout lu les articles qui parlaient mal de la BBC pour bien comprendre, euh, pour bien cerner les reputation de la BBC. Mhm. Et ensuite, j'ai regardé qu'est-ce que la BBC faisait en matière de reportage, dans quoi je me reconnaissais, qu'est-ce que je pourrais apporter. Mais ma première année au Sénégal, ça a vraiment été une année où j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai essayé de me former à tous les systèmes. Donc, je pense que c'est ce qui est important quand on intègre une entreprise. Et les challenges, c'est c'est essayer de vite euh, comprendre comment ça fonctionne. Oui. Moi, je suis arrivé à Dakar début août 2017. Je crois que mon vol s'est posé de Brazzaville peut-être vers 20h, 21h. Et à 8h, j'étais au bureau et j'ai commencé à travailler. Donc, il faut être réactif, rapide, dynamique. Ce qui veut dire qu'il faut déjà savoir où est-ce qu'on va avant d'être employé dans l'entreprise. D'accord, oui, en effet, ça demande beaucoup de préparation et de connaissance de l'entreprise. Alors, dans un bel article écrit par, Mylène Colmar consacré à vous et votre parcours remarquable, il y a un point qui m'a glacée, moi, personnellement. Le fait que quand vous étiez en école de journalisme, on vous disait souvent que vous étiez, studieux, attentif, un bon élément, mais que votre accent entier vous empêcherait de travailler dans un média national. Vous êtes même allé chez l'orthophoniste pour gommer cet accent. Et mais pour moi, votre accent, c'est et ainsi que votre voix d'ailleurs, parce que, BBC, moi, j'aime bien écouter la radio. BBC Africa. C'est pour moi, votre voix, c'est vraiment, la cerise sur le gâteau, votre signature, on vous reconnaît tout de suite. En français comme en anglais, ces 2 éléments vous distinguent. Comment vous êtes-vous réapproprié votre accent pour sortir de cette, narrative et des clichés? En fait, je pense que quand je suis allé voir l'orthophoniste lorsque j'étais à l'ESJ Lille-Montpellier, donc Mmh mh. j'habitais à Montpellier, j'ai effectivement travaillé sur mon accent parce que j'étais quand même un peu triste, dépassé, découragé de me rendre compte que selon les dires de, d'autres collègues qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, j'étais très déçu de constater qu'effectivement, la France a un gros problème avec les accents. Mais que ce soit l'accent antillais ou l'accent du Nord ou l'accent du Sud, Mmh. c'est compliqué. Et voilà. Mais bon, à part BFM TV, j'ai pas vraiment travaillé en France métropolitaine. Donc du coup, mon destin m'a emmené vers des médias euh, panafricains, chinois, Aussi. euh, et je n'ai jamais souffert de mon accent. Euh, je l'ai encore et j'en suis fier. Euh, et euh, et souvent,
on reconnaît que je suis antillais d'emblée, mais d'autres fois, on me prend pour, par rapport à mon accent, on me prend pour un Ivoirien ou pour un Camerounais. Donc, ça dépend vraiment. Moi, je pense que le principal, et c'est ce qu'on nous répète tout le temps à la BBC, c'est qu'on puisse être compris. Mmh. Focus on Africa, qui est le journal télévisé en anglais de BBC Africa, les dirigeants, ils adorent les accents. Ils trouvent que ça, c'est moyen d'avoir des couleurs dans le journal. Sachant que Focus on Africa est diffusé vers les médias d'Afrique anglophone Mmh. et que l'accent sud-africain n'est pas le même accent qu'au Ghana. Ce n'est pas non plus le même qu'en Tanzanie. Donc les accents, c'est une richesse. En effet, je suis totalement d'accord avec et comme, ils disent, ça apporte un peu de couleur aussi. Hem, alors, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup. J'ai, enfin, j'ai encore d'autres questions, hein, mais on est plus vers la fin. Mais j'aimerais savoir, enfin, pour accomplir tout ce que vous faites, être en même temps aussi vous êtes correspondant aussi encore? De ce que j'ai vu sur, LinkedIn? Hem, Oui, je collabore avec quelques magazines, et quelques sites, dont Carib Info, qui est un média qui vient de naître chez moi à la Guadeloupe, et qui a pour but justement d'être un média caribéen. Donc basé à Londres, il y a pas mal de Caribéens, donc je collabore encore avec eux notamment. c'est super. Alors quelle est votre routine pour pouvoir tout faire? Je ne fais pas tout, je ne fais pas tout. Ce serait vraiment prétentieux de dire que je fais tout. Je fais pas tout. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais comme je dis, il faut être organisé et discipliné lorsqu'on est journaliste. Voilà, il faut être rigoureux. Il faut, moi, tous les jours, j'ai une to-do list et j'essaie de ne pas oublier ce que je dois faire parce que c'est important. C'est important d'entretenir ces contacts. C'est eux qui viennent vous dire quand il y a tel événement qui se passe. C'est important de bien suivre l'actualité. Et pour Mmh. bien suivre l'actualité, il faut être connecté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou suivre les médias locaux. Donc c'est important. Donc moi, je suis assez amoureux de tout ce qui est médias locaux, Rwanda au Cameroun, Abidjan.net, Dakar Actu, Cinéweb. Euh, je suis très très connecté parce que c'est là en fait qu'on a les informations de proximité. Mmh. Et puis il faut parler avec les gens. Donc tout cela c'est du temps. Les contacts c'est très très important pour savoir tout ce qui se passe, pour essayer de savoir tout ce qui se passe. OK. Merci beaucoup. Donc si on pouvait finir et que vous nous donniez, 3 conseils de réussite pour notre carrière, quels seraient-ils? Euh, Premier conseil de réussite pour la carrière, selon moi, c'est garder toujours cette soif d'apprendre. Mmh. Euh, je pense que l'apprentissage, et ça c'est mon ancien directeur à l'ESJ de Lille-Montpellier, mon directeur quand j'étais là-bas, Benoît Califano, qui le disait, on n'a jamais fini d'apprendre. On apprend tous les jours, même quand on est rédacteur en chef, directeur d'information, on apprend toujours. Donc c'est toujours garder bien vivante cette soif d'apprendre. Ensuite, lorsqu'on est journaliste, euh, c'est important de savoir travailler en équipe, c'est important de savoir gérer une équipe. C'est important de pouvoir manager.
Et à la BBC, par rapport au fonctionnement que je vous ai décrit, où un jour une semaine on est présentateur, une semaine on est chef d'édition, il faut pouvoir travailler avec tout le monde. Et donc, l'humilité, c'est important. Partager, débattre, c'est aussi important. Donc ça, c'est un conseil de réussite. Ne pas avoir peur de demander des avis, ne pas avoir peur de demander des conseils et tout, c'est important. Et, et en dernier, il faut être créatif. Il faut être créatif. Il faut toujours essayer de bouger les lignes. Il faut toujours essayer d'innover. Il faut dire non à la routine et essayer de faire demain ce que vous n'avez jamais fait avant. Waouh, c'est un très précieux conseil. Merci infiniment. On arrive à la fin de cette interview. Merci infiniment de votre temps. J'en suis sûre que, vos conseils précieux, votre partage d'expérience, vos retours d'expérience, vont permettre à d'autres personnes aussi de croire en leurs ambitions et surtout de se donner les moyens de les réaliser comme vous l'avez fait vous-même et c'est vraiment enrichissant. L'objectif au travers de My Own Bigger Picture, c'est justement ça, de pouvoir contribuer, au à la réussite de d'autres personnes. Et un des piliers fondamentaux justement, c'est, d'inspirer au travers de parcours et de visions de carrière de personnes, comme vous, comme d'autres et voilà. Donc, merci infiniment pour ça. Merci de votre temps. Merci à vous, Christelle. Merci donc à toi qui suis, j'espère que tu as pris des notes aussi parce que moi j'en ai pris, surtout de ces précieux conseils. Pour te permettre de faire la différence aussi et de pouvoir anticiper le marché avec, la pandémie, notamment dans le secteur du journalisme, c'est vraiment important et d'avoir, Nicolas qui partage tout ça avec nous et nous permet de surfer sur les tendances et merci infiniment. Donc il te reste 2 choses à faire, à toi qui regarde la vidéo, c'est d'une part de t'abonner à la chaîne, évidemment My Own Bigger Picture si tu veux d'autres contenus de ce type aussi inspirants. Et la deuxième chose aussi, c'est de partager à des personnes qui peuvent être intéressées par, le domaine. Comme je dis toujours, en 2021, on partage les bons plans et puis surtout, on contribue à l'évolution de ses proches. Donc, merci de nous avoir suivis. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et puis, à très bientôt. Tchuss.